Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer. Aujourd'hui, pour cet épisode, c'est Adi Raphaël qui fait l'animation. Puis cette fois-ci, je suis rejoint par un autre rédacteur en chef. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un podcast, lui et moi. C'est Anthony de Varenne. Salut Anthony, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, Adi. J'espère que toi aussi tu vas bien malgré le confinement. Écoute, ça va, on fait ce qu'on peut, C'est sûr que je commence à perdre la tête parce que j'ai vraiment envie de commencer à sortir. J'ai hâte d'aller dans un restaurant. J'aurais jamais cru que je devrais dire ça, mais j'ai hâte d'aller dans un restaurant, goûter quelque chose, aller sur une terrasse, boire une bière. Bref, les simples choses de la vie me manquent. Toi? Ouais, c'est la même chose pour moi. Je pense que toi et moi, on est deux grands amateurs de restaurants, de terrasses, donc c'est sûr que je suis d'avis avec toi, là, c'est les choses qui me manquent le plus, ça, et voir nos proches, là, parfois, là, c'est un peu plus difficile. Ouais, exactement, c'est difficile. Moi, j'étais même supposé voyager, j'ai pas pu voyager à cause de toute cette histoire, mais c'est pas grave. Il y aura une autre, on espère que ce sera réglé bientôt pour qu'on puisse reprendre le cours de notre vie normale. Donc voilà, ça c'est par rapport au virus. J'aime pas trop en parler, tu sais, à force d'en parler, ça devient de plus en plus réel. Pour moi, j'essaie d'oublier que ça existe. Après, bon, c'est difficile parce que sans soccer, c'est plate la vie, non? Oui, on commence à se demander quoi faire, là. Ça fait pratiquement déjà un mois, là. Même moi, j'étais supposé aller voir Nashville à Toronto et la fin de semaine, tout a arrêté avant que je puisse aller voir mon match. Donc, c'est sûr que pas de MLS, pas de USL. C'est sûr, c'est toujours intéressant de voir les classiques là, que les ligues nous permettent de regarder sur YouTube, mais il n'y a pas mieux qu'un bon vieux direct pour se remonter le moral, et malheureusement, il n'y en a pas de ce temps-ci, donc j'ai vraiment hâte de voir là, les premiers matchs. Là. Je crois qu'on va être tous rivés sur nos écrans là, pour voir les matchs quand ça va avoir lieu, huis clos ou pas. Là. Ouais, non, je suis sûr que ça. En tout cas, on a besoin de notre fixe, comme on dit. On a besoin de notre drogue, qui est de regarder des matchs de foot. Juste comme ça, pour le fun, Anthony, tu as dit que tu as vu des vieux matchs. Moi, tu sais ce que je suis en train de faire. J'aimerais que tu me parles un peu des vieux matchs que tu as vus. Moi, j'ai vu quelques matchs anciens de quelques clubs européens. J'ai vu un ancien match des années en 99, la finale de la Ligue des Champions entre Manchester United et Bayern Munich, par exemple. J'ai vu quelques vieux matchs, mais dernièrement, je suis en train de m'amuser à voir la Coupe du Monde 94, qui est une des premières Coupes du Monde que j'ai vues, mais vraiment vécues. J'ai vu la Coupe du Monde 90, mais j'étais vraiment très, très jeune. Mais 94, c'était la Coupe du Monde que j'ai vraiment vécue comme il faut. Donc, je suis en train de revoir des matchs et me rappeler des joueurs dans ce temps-là. Je suis là, ah ouais, lui, il est bon. Ah, lui, il était bon. Ah, waouh. Tu sais, après, j'ai remarqué quelque chose. Le jeu a vraiment tellement évolué. Avant, c'était tellement, même en Coupe du Monde, genre, tactiquement, c'était pas la même chose, là. C'était ridicule. Genre, des fois, tu voyais les ballons qui étaient lancés vraiment n'importe comment. Il y avait beaucoup moins de cohésion tactique. Je sais pas si tu as remarqué ça. Est-ce que tu as vu des vieux matchs déjà? Est-ce que tu vois la différence entre le jeu maintenant et le jeu d'avant? Oui, c'est ça. Moi, tu parlais de la Coupe du Monde 94. Moi, je me suis fait un malin plaisir à regarder Brésil-États-Unis. Non, c'était un bon match. Mais oui, c'est comme tu dis, parfois le jeu, tu te demandes, tu sais, on se souvient de cette époque-là et on se dit que les joueurs étaient très techniques. Il y en a certains qui sont très techniques, mais je crois que si on mettait les joueurs d'aujourd'hui, là, ça serait un tout autre jeu. Sinon, moi, j'ai également regardé un match du Canada à la Coupe du Monde 1986, là, un Canada-France, là, c'était parfait, même si la qualité de l'image portait peut-être un peu à désirer, là, mais non, ça a été bien de voir le Canada en Coupe du Monde. Ça a été la seule apparition en 1986 au Mexique, donc on a 3 matchs à regarder, hein, et c'est tout.
Ouais, mais c'est fou. Mais en tout cas, mais c'est intéressant quand même. Tu sais, c'est des matchs que je pense que j'aurais jamais vus si jamais on n'était pas en période de confinement. Donc, j'aurais jamais revu. Puis d'un autre côté, je trouve que c'est une belle chose parce que ça te permet de, je sais pas, de revoir certaines choses, puis de voir des trucs que tu n'as pas remarqué avec le recul et ainsi de suite. Puis je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, écoutez, le but d'aujourd'hui, ce serait pas de parler de vraiment l'actualité en MLS. En tout cas, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup là. Mais le but, c'est qu'on s'est dit, on va s'amuser. Aujourd'hui, on va s'amuser parce que on aime s'amuser, parce qu'on veut changer, on veut changer un peu on veut un peu changer le mood et l'atmosphère qui tourne autour du monde du foot. Donc, au lieu de parler, ouais, ben, je sais pas, est-ce qu'ils vont jouer 3 mois, est-ce qu'il va y avoir un huis clos? Non, on a envie de s'amuser avec quelque chose de beaucoup plus sportif. Et on a décidé de jouer au directeur sportif, Anthony et moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de faire notre 11 type avec un budget de 20 millions d'euros. Très important, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros selon la valeur transfer market. Donc, aussi simple que ça. Donc, j'avais dit à Anthony, on s'était entendu, lui et moi, on a 20 millions d'euros de budget. Quel serait ton 11 type? Et puis voilà, on s'est dit, bah, on va se surprendre. Je connais pas ses choix, il connaît pas les miens, et on va les dévoiler au fur et à mesure. Donc en premier, Anthony, j'aimerais savoir, bah, déjà en premier, est-ce que tu as eu du mal à faire ce 11-là, premièrement, et deuxièmement, quelle est la formation que tu as choisie? Oui, moi c'est sûr qu'au départ, je pensais que ça allait être très difficile. C'est sûr qu'à part quelques positions, je me suis rendu compte que j'aimais quand même plusieurs joueurs qui ne valaient pas très cher, là, et j'ai pas fait par exprès pour prendre des joueurs de 34-35 ans non plus. Donc, c'est sûr que j'ai pris des joueurs assez jeunes tout de même. Mais ça, moi, ma formation, là, je suis allé avec un 4-4-2. Mais un débuteur là, est un peu plus reculé, donc on pourrait pratiquement dire un 4-4-1-1. Ok, parfait. Ben moi, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'ai une formation fétiche que j'adore utiliser, que ce soit dans mes parties de Football Manager, que ce soit quand je fais mes articles de 11 ou quoi que ce soit. J'adore utiliser le 4-2-3-1 parce que pour moi, c'est une tactique extrêmement équilibrée. Puis je trouve que ça fait beaucoup de sens. Puis tu peux beaucoup jouer avec parce que tu peux transformer ça assez rapidement dans un 4-3-3. Tu as beaucoup de flexibilité avec cette formation tactique-là. Donc voilà, j'ai choisi un 4-2-3. Donc parfait. Donc dans ce cas-là, vu que je connais ta formation, on va pouvoir à ce moment-là un peu plus suivre et trouver une manière logique de présenter nos joueurs. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va aller, je pense, c'est poste par poste. Ça va être beaucoup plus simple. Puis on va donner le nom de notre joueur, sa valeur en euros sur Transfer Market et bien évidemment dire pourquoi on l'a choisi et aussi dire pourquoi ce joueur-là et pas un autre et qu'est-ce que tu aimes sur ce joueur-là. OK? Donc, on commence en premier, le gardien. Donc, gardien de but pour toi, Anthony, c'est qui tu as choisi, de quel club il est, quelle est sa valeur et pourquoi lui? Parfait. Moi, au premier choix, au repêchage 2020, non. Non, au poste à gardien de but, moi, j'ai décidé d'y aller avec Maxime Crépeau, des Whitecaps de Vancouver, là, avec une valeur de 400 000 euros. Donc, c'est très peu payé pour Maxime Crépeau, surtout qu'il a fait une saison extraordinaire avec Vancouver en 2019. En 2018, il avait épaté la galerie en USL avec le Fury d'Ottawa. Donc, vraiment, c'est un gardien là, honnêtement, la saison dernière, avec l'équipe qu'il avait au Whitecaps, je trouve que ça a été un des meilleurs gardiens de la Ligue. En 26 matchs, là, il avait fait 5 clean sheets. Donc, c'est quand même très bon parce qu'avec l'équipe qu'il avait, là, c'était pas évident. C'est une équipe qui a fini dans les bas-fonds, mais il a quand même il a sauvé plusieurs matchs et il était très bien parti en 2020 là, avec un clean sheet sur 2 matchs. Là. Donc, vraiment, là, moi, j'y vais avec Maxime Crépeau. Parfait, un super bon choix. Te dire très franchement, c'est un choix qui m'est passé par la tête. Par contre, vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer avec l'âge des joueurs, j'aime avoir des vétérans comme des jeunes. Je trouve que
au poste de gardien de but, c'est là où je m'attends à avoir beaucoup de leadership et beaucoup de leadership et beaucoup d'expérience. Et j'aime des gardiens qui sont un peu plus âgés. On sait d'habitude que un gardien d'habitude, ses meilleures années se déroulent entre 32 et 36 ans. Non, moi j'ai choisi quelqu'un, je dis 32 et 35 ans à peu près. Donc j'ai choisi un joueur qui est dans cette tranche d'âge-là. Donc j'ai choisi Stéphane Frei. Stéphane Frei, parce que un petit hommage à notre cher ami Antoine Latran qui est pas disponible aujourd'hui, mais c'est pas juste ça en fait, c'est un excellent gardien de but, un des gardiens de but les plus sous-évalués en MLS et même je pense au monde parce que c'est quelqu'un qui est très bon sur sa ligne, il est très bon pour prendre pour prendre contrôle de sa surface de réparation, donc il est capable de sortir dans les airs et il est là dans les moments clés. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien évidemment, il a gagné plusieurs titres. Très peu de titres individuels, malheureusement. Hein, et je trouve que c'est pour ça que je dis qu'il est très, très sous-évalué, selon moi. Donc, Stéphane Frei, pour moi, des Sounders de Seattle, c'était presque une évidence pour moi, ce joueur-là. C'est sûr que si jamais tu regardes ses titres, il a juste eu une seule fois, il a été appelé All-Star en 2017, juste MVP de la finale en 2016, et il a eu une seule fois la 3e place et une seule fois la 2e place pour le meilleur gardien de l'année. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très surprenant parce que ce joueur-là aurait dû avoir plusieurs fois le titre de meilleur gardien de l'année, selon moi. Ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi, Stéphane Frei. Vraiment, dans les 4 dernières saisons, là, il aurait dû gagner le titre à 2, voire 3 reprises. Donc, parfois, on dirait que la MLS voulait davantage qu'un autre gardien l'ait. Je sais pas si dans les coulisses, il y a des... comment je pourrais dire ça? Il y a des confrontations ou quelque chose. Là, mais il y a un complot. Non, hein. Il y a un complot anti-Frei. Bref, en tout cas, c'est extrêmement drôle de ce point de vue-là. Puis après, on va passer à la prochaine position, la position de latéral droit. Donc, qui t'as choisi pour nous? Moi, au poste de latéral droit, j'ai décidé d'y aller avec Brandon Bye, le latéral droit du Revolutions de la Nouvelle-Angleterre. Il a une valeur de 600 000 euros. Donc, vraiment, là, Brandon Bye, je trouve que c'est un joueur là, qui, depuis 2018, là, a vraiment bien pris sa place en MLS. Pour vrai, quand il a été repêché là, en 2018, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une aussi belle impression dès sa première année. Et vraiment, depuis 2018, là, ses performances vont juste en s'améliorant. C'est un joueur, moi, que j'avais découvert en premier lieu là, à Minneapolis, avec le Minneapolis City FC, qui est une des plus belles équipes amateurs aux États-Unis. Et vraiment, là, à partir de 2018, je trouve que ça a été... en partant, c'est sûr, c'était pas l'un des meilleurs latérales droits en MLS, mais je trouve que depuis, là, il fait sa place. Et vraiment, surtout là, pour les prochaines années, il a seulement 24 ans, là, donc il a encore plusieurs années devant lui. Et je ne serais pas surpris, là, pourquoi pas le voir en Europe d'ici 2-3 ans. Là, je trouve qu'il mériterait. Et il fait vraiment bien ça. Et vraiment, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là, que Brandon Bye, là, c'est du bon. Écoute, je vais être très honnête avec toi. J'aurais jamais pensé à Brandon Bye comme au poste de latéral droit. Par contre, je vais te dire quelque chose, je suis complètement d'accord avec toi. La seule chose, je pense pas qu'il ira en Europe parce qu'il a quand même déjà 24 ans et d'habitude en Europe, pour qu'ils recrutent quelqu'un en Amérique du Nord, ils vont recruter quelqu'un de très jeune. 24 ans, donc même dans 2 ans, 26 ans, je le vois mal sauter vers l'Europe, à part s'il va dans une 2e ou une 3e division. Je vois mal l'Europe recruter des joueurs déjà formés. Ils vont vouloir recruter des jeunes joueurs maintenant à MLS avant de penser à des joueurs plus âgés. Par contre, c'est un excellent joueur. Je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Comme tu l'as dit, il est venu de Minneapolis, mais ce qui est très intéressant, c'est que moi, je me rappelle, surtout, il y a un match qui me revient en tête, et puis c'était un match contre l'Impact de Montréal, bien évidemment, que je regardais au Stade Saputo.
Et Brandon Bay avait complètement muselé Nacho Piatti. Il l'avait complètement rendu inoffensif parce qu'il était excellent sur lui. Donc, oui, un très, très bon choix. Tu m'as dit combien c'était sa valeur? 600 000. 600 000 quand même, ok, c'est vraiment, vraiment une belle petite prise. Ben, moi, j'ai choisi quelqu'un de un peu moins cher. De mon point de vue, j'ai choisi quelqu'un qui vaut 475 000 sur Transfer Market. Et pour moi, c'est Richie Laryea. Richie Laryea, oui, beaucoup de monde vont me dire, quoi, Hadi choisit un joueur de Toronto? Oui, Hadi choisit un joueur de Toronto parce que quand je sais voir un joueur par sa qualité, même si jamais il joue pour le club rival, c'est un excellent joueur, ce Richie Laryea. Il a 25 ans maintenant, international canadien déjà. Il est capable de jouer extrêmement offensif. Puis moi, j'aime que mes latéraux jouent très, très, très offensif. C'est pour ça que j'utilise le 4-2-3-1 parce qu'il y a toujours un moyen de se couvrir au cas où il y a une contre-attaque. Donc, un latéral aussi offensif que ça, comme Richie Laryea, qui a été, je pense, l'année passée, en 2019, a vraiment éclos. Il faut voir si jamais il va confirmer cette année. Malheureusement, il n'y a pas de foot maintenant, là. Mais j'avais hâte de voir ce qui allait arriver avec Richie Laryea, mais je trouve que c'est un joueur tellement explosif, qui est tellement bon et tellement endurant, parce que c'est ça qu'il faut du côté de ces postes-là, des latéraux. Donc voilà, Richie Laryea, le Canadien pour moi. Ouais, non, je suis vraiment Laryea. Je trouve que vraiment la saison 2019, là, il s'est vraiment dévoilé. Je le connaissais déjà, mais vraiment, malheureusement, là, ça n'avait pas marché à Orlando. Il se cherchait un peu vraiment à Toronto. Il l'a vraiment bien fait. C'est le genre de joueur que moi, je pensais qu'elle allait en CanPL ou même en USL. Et finalement, il a signé à Toronto. Même lui, je crois qu'il ne devait pas s'attendre à faire une aussi belle saison. Là. Et, vraiment, je trouve que c'est... surtout en tant que latéral droit, là, je trouve que ça lui a donné, on dirait, une deuxième vie, une deuxième carrière. Et depuis ce temps, là, je trouve qu'en équipe nationale, ça va très bien avec son club aussi. Donc, vraiment, j'ai hâte de voir cette saison-ci, même s'il a quand même quelques saisons pro derrière la cravate. Là, c'était un peu sa saison de confirmation. Donc, j'ai hâte de voir quand la MLS va recommencer, là, de voir s'il va confirmer les performances qu'il a eues la saison dernière. Là. Exactement, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Voilà, juste pour nos éditeurs qui connaissent pas trop bien Richie Laryea, ben c'est un joueur qui était plutôt milieu, et puis c'est grâce à Greg Vanney qu'il a commencé à jouer en tant que latéral droit, et il a beaucoup joué en tant que latéral droit, et même de temps en temps Vanney aimait le faire rentrer en tant qu'ailier droit, qui est aussi un poste où il a joué. Parce qu'il est tellement offensif qu'il faisait beaucoup de bien aussi en tant que latéral droit, en tant que remplaçant. Bref, c'est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs positions, mais le poste de latéral droit, c'est vraiment maintenant devenu son poste. Donc voilà par rapport à Richie Laryea. On va passer à la défense centrale, vu que tous les deux, on a une défense à 4. On va nommer en une fois nos deux défenseurs centraux. Donc, je vais commencer cette fois-ci, au lieu à chaque fois de te laisser commencer. Donc, je vais commencer moi, juste parce que, voilà, changer un peu les choses. Donc, moi, j'ai choisi deux défenseurs centraux. Comme j'ai dit, j'aime bien avoir des joueurs avec une certaine expérience à certains postes clés. Et pour moi, la défense centrale aussi, c'est important d'avoir un joueur, on dit d'habitude un défenseur central entre 29 et 33 ans, c'est là où c'est son apogée. Donc moi, j'ai choisi des joueurs dans cette tranche d'âge. En tout cas, j'ai choisi un joueur dans cette tranche d'âge, puis un autre qui est un peu plus jeune. Donc le premier joueur que j'ai choisi, c'est Matt Hedges. Matt Hedges de 30 ans, joueur de 30 ans, qui est pour moi aussi un des joueurs les plus sous-évalués de la MLS. Il est international américain, sauf qu'il a très rarement été sélectionné. Très solide dans les airs, il marque souvent des buts de la tête. Il est physique sur l'homme, très intelligent dans le jeu. J'aime beaucoup ce joueur-là. Je trouve que ce joueur-là est supposé être
presque appelé de semaine en semaine en équipe nationale. Je trouve que c'est très dommage de ne pas le voir appelé plus souvent que ça. Et la deuxième personne, donc il a 30 ans, je ne sais pas si je l'ai dit, et la valeur de Matt Hedges à 30 ans, elle est de 1,4 million d'euros. Le deuxième joueur, c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu en MLS, vu qu'il est juste arrivé l'année passée. Mais ce que j'ai vu l'année passée, j'ai adoré. Et c'est Eddie Segura. Eddie Segura de Los Angeles FC. Lui, il est plus jeune, il a 23 ans et beaucoup plus mobile. Donc pour moi, j'aime avoir ce duo de défenseurs centraux où tu as un qui est très physique, très, très fort physiquement, mais un peu plus lent. Puis jumelé à un gars qui est beaucoup plus rapide, qui va pouvoir un peu, au cas où il y a des courses derrière le dos, ben c'est lui qui va faire les sprints. Et pour moi, Eddie Segura est exactement le joueur que j'aimerais avoir aux côtés de Matt Hedges. Eddie Segura, de son côté, sa valeur transfer market est de 1,2 million d'euros. Donc voilà, donc 1,4 pour Matt Hedges et 1,2 pour Eddie Segura. Je trouve que ces deux-là ensemble feraient un travail monstre. Et toi, de ton côté? Oui, moi, j'étais avec une défense un peu plus jeune. Pour faire office de vétéran, je suis allé avec Justin Glad, 650 000 de valeur, le joueur du Real Salt Lake, là, malgré qu'il a 23 ans, quand même plus d'une centaine de titularisations en MLS. Donc, vraiment, c'est un joueur qui connaît bien la ligue. Et mon deuxième, c'est Miles Robinson. D'Atlanta qui a une valeur de 2,4 millions. Donc, pour revenir au premier, là, je trouve que c'est un joueur qui, depuis qu'il a percé la formation du Real Salt Lake, après être passé au Real Monarchs, lui qui est formé par son club, là, je trouve qu'il a très bien fait en MLS, un très bon jeu de passe, vraiment, il anticipe bien le jeu et tout. C'est rare qu'on voit Justin Glad faire des erreurs, donc c'est vraiment un joueur, je crois, qui est un des très bons défenseurs en MLS. Vraiment, là, pour son âge, 23 ans, en MLS, je crois en tant qu'Américain, on a rarement vu des joueurs aussi jeunes être aussi bons. Mais c'est ça, Justin Glad, un très bon défenseur, vraiment avec le Real Salt Lake, il le fait très bien. Juste la dernière saison, là, il a fait 23 titularisations. Donc, depuis 2018, là, chaque saison, il fait plus de 2000 minutes par saison. Donc, c'est très bien. Et mon deuxième, c'est ça, c'est Miles Robinson qui avait très bien fait là, la saison dernière là, avec Leandro González-Pires, avec également Michael Porcus. Donc, il a appris des meilleurs et vraiment... c'est ça, lui également a 23 ans et vraiment, il est grand, il est costaud, vraiment, c'est dans les duels aériens, là, ça fait très mal, c'est un joueur très physique, donc ça, c'est le genre de joueur là, que vraiment, j'ai pris deux joueurs que malgré leur âge, ils sont très performants et je sais pas si tu es d'avis avec moi que c'est deux joueurs... J'adore ces deux joueurs-là. Par contre, j'aimerais bien avoir leur valeur pour nos auditeurs. Oui, oui, je peux les répéter. C'est 650 000 pour Justin Glad et 2,4 millions pour Miles Robinson. 2,4. J'ai pas entendu celle de Robinson. Je suis vraiment désolé. J'avais entendu celle de Justin Glad, mais c'est fou comme quoi qu'il a une valeur aussi basse sur Transfer Market. C'est peut-être parce qu'il est formé, bien évidemment, à MLS. Donc, ceux qui font transfermarket.fr peut-être connaissent pas très bien ce joueur-là, mais c'est un joueur extraordinaire, Justin Glad. Je suis complètement d'accord avec toi. Miles Robinson, c'est la nouvelle valeur montante en défense du côté des États-Unis. Il est déjà international américain. Il est nommé par tous les experts de la MLS comme étant le prochain rock défensif de la sélection nationale et il commence déjà à prendre ces marques-là. Il est souvent appelé. Donc oui, non, c'est deux très très bons joueurs. C'est sûr, moi personnellement, je n'aime pas mettre de jeunes joueurs en défense centrale, mais chacun son choix de ce point de vue. Mais c'est deux excellents joueurs que tu as choisis. Justin Glad, je suis pas du tout étonné parce que je sais que tu adores ce joueur-là. Donc ouais, très bon choix, Anthony. On passe à le dernier défenseur qui est le latéral gauche.
Et je pense que je vais étonner personne quand je vais vous dire la personne que j'ai choisie. Au poste de latéral gauche, ben, c'est un joueur qui malheureusement a eu une saison blanche l'année passée parce qu'il était blessé pendant toute l'année. Mais c'est un joueur que j'avais adoré voir en 2018 avec le Crew de Columbus et c'est Milton Valenzuela, l'Argentin qui a 21 ans. Comme je l'ai dit, mes latéraux, je les aime jeunes, je les aime très mobiles et très offensifs et c'est exactement ce qu'est Milton Valenzuela. Sa valeur transfer market est de 900 000 parce qu'on s'entend, c'est un international argentin espoir. C'est un joueur désigné, un jeune joueur désigné en MLS, mais c'est aussi c'est tout un joueur offensivement. C'est tellement difficile de trouver des bons joueurs à ce poste-là à travers le monde que avoir un joueur de ce talent-là pour le Crew de Columbus, ben pour moi, je trouve que c'est extraordinaire et je trouve que ce joueur-là a un avenir radieux devant lui si jamais il arrive à ne pas répéter ce genre de blessure-là qu'il a eu l'année passée. Donc voilà pour mon choix au poste de latéral gauche. Je ne sais pas si tu as une opinion par rapport à ça, toi, Anthony, et puis tu peux y aller avec ton choix aussi. Oui, c'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, c'est le joueur que j'avais mis également. Je trouve que c'est vraiment dommage pour lui que la saison 2019 en fait, qu'il n'ait pas pu la faire. Donc, vraiment, en 2020, j'avais beaucoup d'attentes envers lui. J'ai hâte de voir ça allait être quoi Milton Valenzuela avec Caleb Porter. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi aussi, c'était Milton Valenzuela. Mais sinon, là, si je pourrais, moi, donner un autre nom, là, j'étais allé avec... je m'avais mis un petit remplaçant au cas. Et comme tu dis, c'est assez dur de trouver de bons latérales gauche. Et je voulais faire une petite blague comme deuxième choix, donc je me ramasse avec... je me ramasse, c'est quand même un bon joueur, là, mais avec Amadou Diarra, 300 000 latéral gauche qui était auparavant que Phoenix Rising, qui a signé avec... Attends, c'est pas le joueur qui faisait partie de l'Impact de Montréal à un moment donné puis qui a presque pas joué? Ouais, exact. OK, lui, parfait. OK, ouais. mais je pensais vraiment prendre Milton Valenzuela et tu l'as On va garder Valenzuela, ouais. C'est bien. Non, mais avec tous nos respects, bien évidemment, pour Amadou Dia, malheureusement, c'est sûr que jusqu'à maintenant, c'est pas un joueur non plus qui a vraiment prouvé ce qu'il vaut encore, selon moi. Donc, je l'aurais mis sans nul doute dans le 11 type de la USL. Là. Il n'y a aucun problème, mais il n'a pas encore prouvé en MLS. Non, il n'a rien prouvé. Si tu regardes un peu, mais il avait joué un peu avec Kansas City en 2015-2016. Il a eu juste une seule apparition avec l'Impact de Montréal. Et puis là, il est de nouveau avec Kansas City. Mais bon, voilà. Il a été bon avec le Phoenix, comme tu as dit. Mais là, en 2020, il est de nouveau avec Kansas City. Est-ce que c'est possible qu'il perce cette année en MLS? C'est très possible. Écoute, il est français, hein, il est né à Nantes. Donc, voilà, je sais pas, c'est un bon choix. C'est possible que ce soit un bon choix. Surtout qu'il y a quand même une place à se faire à Kansas City avec les départs de Jimmy Madranda et Seth Sinovic. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a une place à prendre et vraiment, il arrive quand même en MLS. Il revient en MLS avec de la confiance, avec 2 années très complètes avec Phoenix. Donc, j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire là, au Kansas. Ouais, c'est un bon choix, un bon pari, je vais dire. On passe après, je ne sais pas si tu as, dans ton 4-4-2, si jamais tu as pris 2 milieux centraux ou si tu as pris un milieu défensif parmi les deux. Moi, j'ai un milieu défensif, donc je veux savoir si toi, tu en as un. Oui, j'en ai un également. Là. Parfait. Donc, je vais te laisser commencer par un milieu défensif parce que dans ton 4-4-2, donc je suppose que tu as un milieu central à vocation défensive et un à vocation offensive, c'est ça? Oui, c'est ça. En vocation défensive, je trouve que c'est un joueur très physique. C'est Marc-Anthony Kaye qui vaut 2,4 millions et qui évolue au LAFC. Donc, désolé, c'est pas le joueur le plus défensif, mais moi, je l'ai mis à cette position-là. J'ai trouvé là, que ça pourrait, vu qu'il est quand même assez grand, physique, je trouve qu'il prend beaucoup de place sur le terrain et surtout là, avec les passes qu'il fait, je trouve que
il peut briser des lignes et en relance également, il est très bon. Surtout, c'est un joueur que c'est ça, il aime donner le ballon dans l'espace. Il aime faire des bons tacles et tout. Donc, c'est sûr que Marc-Anthony Kaye, là, j'ai aucun problème. Surtout que depuis qu'il est en MLS, il fait très bien, là. Désolé. Moi, je l'avais découvert à Louisville. Donc, c'est un joueur qui a évolué en USL. Donc, j'avais pas le choix de le mettre dans mon 11 type. Surtout que c'est un Canadien. Il fait très bien avec l'équipe nationale. Donc, j'avais vraiment pas le choix de le mettre. Non, ben, je te comprends bien et c'est un excellent joueur. C'est juste, je suis un peu étonné que tu l'aies choisi en tant que milieu à vocation défensive parce que c'est plus quelqu'un qui a tendance à être beaucoup plus offensif, même si il a déjà prouvé qu'il était capable d'être défensif. Il a même joué en poste de latéral gauche avec l'équipe nationale canadienne. Ben moi de mon côté, j'ai choisi sans surprise Samuel Piette. Samuel Piette, bien évidemment notre Québécois, 25 ans. Et qui joue à l'Impact de Montréal. Sa valeur transfert market, c'est 1,2 million, que j'ai trouvé quand même assez pas mal par rapport au milieu défensif et dans la MLS. Donc juste, ça prouve que je suis pas le seul à voir que c'est un excellent joueur. Et je trouve que ce joueur-là est vraiment tellement agressif. C'est sûr, il a encore une marge de progression, surtout du côté offensif, savoir un peu se projeter un peu plus vers l'avant de temps en temps. Rarement, mais de temps en temps. Mais bon, en tant que milieu défensif et d'un point de vue purement défensif, je trouve qu'il n'a rien à envier à personne en MLS. Et voilà, pour moi, c'est le choix à ce poste milieu défensif. Par contre, vu que je suis en 4-2-3-1, j'avais aussi un milieu défensif, mais un peu plus offensif, si on peut le dire comme ça. Donc, un milieu qui serait au niveau du milieu défensif qui est Samuel Piette, mais son rôle serait plus offensif, d'être un peu le lien, un milieu relayeur un peu reculé. Et là, c'est là où moi, dans ma tête, j'aurais mis Marc-Anthony Kaye. Et il était dans mon 11 dès le début, donc 2,4 millions de valeur. Donc, il était aussi dans mon 11. Je ne vais pas l'enlever parce que je l'aime trop. Donc, voilà. Donc, Samuel Piette, Marc-Anthony Kaye dans ces postes-là. Je vais te laisser nommer aussi ton deuxième milieu central, Anthony. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à cette paire-là, Samuel Piette, Marc-Anthony Kaye déjà. Et puis après, tu peux nommer ton deuxième milieu central un peu plus offensif. Parfait. Non, c'est sûr que ton duo au milieu, là, c'est un très bon duo de Canadiens. Je pense qu'en termes de Canadiens, on ne peut pas faire mieux, même si certains aiment bien Jonathan Osorio, mais vraiment, Piette, Kaye, c'est très bien. Et Piette, je suis d'accord avec toi que c'est un des meilleurs milieux défensifs en MLS. Moi, de mon côté, je suis allé avec Damir Kreilach, le milieu du Real Salt Lake, qui a une valeur de 1,4 million. Moi, je l'ai pris parce que je me suis dit que mon type allait sûrement aller en série. Et avec les séries, je me souviens de ces séries 2018 et il m'avait marqué avec ses 3 buts en 3 matchs. Même si c'est un milieu, là, vraiment, là, je me souviens de son but contre les LAFC, ça avait été superbe. Mais non, vraiment, Damir Kreilach, c'est un joueur que j'adore. Qui est très bon dans les duels aériens, a un bon contrôle du ballon. C'est sûr, c'est pas le meilleur défensivement, mais c'est pour ça que je l'ai pas mis en milieu défensif. Donc non, vraiment, Damir Kreilach, surtout que mon équipe est assez jeune, donc à 31 ans, fera office de vétéran. Je pense même que je lui mettrai le brassard de capitaine. Donc vraiment, j'aime vraiment Damir Kreilach qui fera un bon box-to-box. Un excellent joueur, le Croate, bien évidemment, et ses buts sont toujours l'un plus beau que l'autre d'habitude. Ouais. Non, il est très adroit devant le but et c'est un joueur que je trouve un très très bon choix selon moi. Sa valeur est de 1,4 million d'euros, juste au cas où. Je vais continuer moi avec mon choix parce que j'ai encore un milieu de terrain vu que je vais en 4-2-3-1. Donc j'ai mon milieu de terrain offensif central et pour moi c'est là où j'ai voulu mettre beaucoup de mon budget de 20 millions d'euros. J'ai mis à ce moment-là Nicolas Lodeiro. Lodeiro pour moi c'est sans équivoque
très simplement le meilleur joueur de la MLS. Je trouve aussi qu'on parle très peu de son impact, mais je trouve que c'est un joueur qui est extrêmement important dans l'équipe de Brian Schmetzer. C'est un maître à jouer, capable de marquer comme de distiller des passes décisives, extrêmement important pour cette équipe des Sounders. Il a maintenant 31 ans, donc il a quand même un âge avancé, sauf que je trouve que c'est quand même assez intéressant et je trouve que j'avais de la place encore pour un seul vétéran et pour moi c'était lui ce vétéran-là, c'est Nicolas Lodeiro. Voilà, je sais que toi tu n'as pas d'autres milieux de terrain centraux, Anthony, donc je vais te laisser commenter de mon choix par rapport à Lodeiro que je sais pas si tu approuves ou non. Oui, c'est sûr que Lodeiro c'est un des meilleurs 10, surtout avec notre budget restreint, je pense que c'était le meilleur choix possible. C'est sûr que moi, si j'avais un véritable milieu offensif à mettre, je l'aurais également mis. Mais dans mes deux buteurs, j'ai mis un milieu offensif également. Donc, si tu veux, je peux y aller. Oui, vas-y. J'ai mis plus au poste de comme second attaquant, mais il peut très bien faire en milieu offensif. C'est Kevin Molino. Le joueur du Minnesota United qui a une valeur de 550 000. Moi, je l'ai pris parce que depuis qu'il est arrivé en MLS avec Orlando, je trouve que vraiment les blessures l'ont pas épargné, mais je trouve que quand il est arrivé en MLS, c'était un joueur là, vraiment qui avait beaucoup de potentiel. C'est ça, en 2018, il y a eu une grave blessure, même qui a pris une partie de sa saison 2019, mais c'est ça, en 11 titularisations, là, en 2019, il a quand même fait 3 buts, 4 passes décisives, donc j'avais vraiment l'impression que cette année, ça va être l'année à Kevin Molino, l'année de son retour. C'est vraiment un joueur très technique qui fait des belles passes, qui peut nous surprendre avec des beaux buts. C'est un international trinitéen qu'on a pu voir à la Gold Cup également. Donc vraiment, c'est un bon joueur qui a eu une belle progression à travers les années. Il est arrivé à Orlando, je pense, en 2012, quand le club était en USL. Il a gagné une coupe USL. Par la suite, il a été un des rares à suivre le club en MLS. Par la suite, il est allé à Minnesota. Donc, vraiment, il a une belle carrière. Ça prouve que même si la USL, des fois, les gens ils portent pas trop attention, ben, c'est là qu'on voit que même dans le bon vieux temps de la USL, ben, il y avait quand même des joueurs qui pouvaient suivre leur club et aller en MLS. Donc, je trouve que c'est un très bon joueur. Je dirais que c'est un peu un des joueurs les plus risqués dans mon 11 puisqu'il s'est blessé c'est ça, en 2018-2019, mais non, j'ai espoir qu'il va revenir en force. Ouais, c'est un très très bon joueur. Il avait été très bon avec Minnesota avant sa blessure, puis c'est un très très bon joueur. Par contre, je sais pas, c'est quand même, comme tu l'as dit, un pari selon moi très 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 risqué parce que tu sais, quand t'as eu 2 blessures en 2 ans comme ça, aussi grave, je pense qu'il s'est fait les croisés la dernière fois, si je me trompe pas. Corrige-moi si j'ai tort là, mais c'est ça, je pense qu'il s'était fait les croisés. Puis je sais pas, il a déjà 29 ans. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est quelqu'un qui joue d'habitude aussi en tant qu'ailier droit, mais il est très capable de jouer en tant que deuxième attaquant aussi, là. Il avait très bien commencé cette année, en 2 matchs, 2 buts, une passe décisive. Donc, quand même, il était revenu en force cette année, là. Mais c'est, point de vue talent pur, oui, il a énormément de talent. Donc, oui, excellent choix de ce point de vue-là. C'est juste point de vue blessure, je suis un peu moins convaincu par rapport à ça. On va passer à nos ailiers. Donc moi, je vais commencer par mon ailier droit, pour ceux qui me connaissent aussi, c'est un joueur que j'adore et qui est Julian Gressel, qui était à Atlanta et maintenant à DC United. Julian Gressel, pourquoi Julian Gressel? C'est très très simple. Vu que j'ai Richie Laryea en tant que latéral droit et je connais combien peut être offensif. Ce qui est sympathique avec Gressel, c'est qu'il est capable de jouer en tant que latéral droit aussi. Donc ce qui veut dire, c'est que les deux pourront se switcher ou changer un peu de poste l'un avec l'autre, ce qui pourrait perdre complètement la défense adverse. Et bien évidemment, ce qui est parfait parce que
qui que ce soit en tant que latéral droit dans des replis défensifs, ben, les deux seront assez bons pour pouvoir faire le travail défensivement. J'aime avoir cette complémentarité-là sur ce côté droit. Et d'un autre côté, ben, Julian Gressel, on connaît la vision de jeu de Julian Gressel, une vision de jeu hors norme. C'est pour moi un des meilleurs joueurs de la MLS. Je dis pas le meilleur, non, un des meilleurs. Pour moi, le meilleur, c'est Lodero. Mais un des meilleurs, et je trouve qu'il mérite vraiment sa place dans mon 11. Sa valeur marchande est quand même assez haute aussi, de 3,5 millions. On savait qu'il hésitait à aller en Europe cette année et j'avais cru comprendre qu'il avait eu certaines touches, sauf que ça s'est pas fait. Il a déjà 26 ans, donc peut-être pour ça qu'il n'a pas eu à avoir des touches peut-être en Bundesliga ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'était important que je choisisse Gressel. Parfait, oui, c'est sûr que Gressel, c'est un très bon choix. Vraiment, c'est un joueur quand il a été repêché par Atlanta, on s'entendait. En tout cas, moi, je m'attendais jamais à le voir exploser comme ça en MLS. C'est un joueur qui vient de Providence, en fait, au collège en NCAA. Et vraiment, je me doutais jamais qu'il allait avoir autant d'impact en MLS. Ça donne un peu d'espoir envers le repêchage. Florian serait d'accord avec nous, mais vraiment, non, c'est un très bon joueur. Moi, en tant qu'ailier droit, là, je suis allé avec... je crois que tu avais oublié de donner la valeur. C'est 3,5 millions. Donc, c'est quand même une très bonne valeur pour un joueur made in MLS, on pourrait dire. Ouais. C'est peut-être parce qu'il est européen. Mais non, moi, mon ailier droit, là, ça serait Albert Ellis, 2,8 millions, oui. Ailier droit de Houston. C'est un joueur, c'est un des joueurs MLS les plus explosifs, je trouve, les plus techniques. Il peut passer 89 minutes à rien faire du match et en un instant là, faire gagner son équipe à la toute fin. Donc, vraiment, c'est un des joueurs les plus prolifiques en MLS, je trouve, selon moi. Là, par exemple, en 2019, il a quand même fait 9 buts, 10 passes décisives. Et depuis qu'il est arrivé en MLS, à chaque saison morte, on pense qu'il va signer en Europe. Comme je crois qu'au début de l'hiver, là, il avait des touches en Turquie, si je ne me trompe pas. Donc, oui. Vraiment, c'est un joueur à chaque saison, on a l'impression qu'il va partir et il revient toujours, mais j'ai vraiment l'impression que cette année, c'est peut-être sa dernière saison en MLS. Donc, surtout que je crois qu'il veut finir son contrat avec Houston et puisqu'il a signé en 2017, là, son contrat doit être il doit être à la toute fin du contrat. Donc, vraiment, là, on va le regarder avec attention parce que ça risque d'être sa dernière saison en MLS. C'est sûr que là, avec les événements qui se passent actuellement, ça va peut-être être retardé. Peut-être qu'il va faire une autre saison, mais vraiment, non. Albert Ellis, c'est ça. C'est un des joueurs les plus techniques en MLS. Il est très rapide. Vraiment, il fait des beaux buts également. Parfois, là, pas la saison dernière, là, mais par exemple, en 2018, là, il faisait un très bon trio avec Romel Kyoto et Mauro Manotas. Vraiment, ces trois joueurs-là qui tenaient Houston à bien des moments. Donc, vraiment, c'est un joueur là, que j'ai nul doute qu'il va faire un grand impact dans mon 11. Ouais, ben écoute, Albert Ellis, un excellent joueur, super bon choix, je trouve, Anthony. Et la raison pourquoi sa valeur est quand même assez basse, à 2,4 millions. Pourquoi basse? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un excellent joueur, extrêmement rapide, vraiment très très bon. International hondurien, il est jeune, il a juste 24 ans. Et la raison pourquoi sa valeur est aussi basse pour un joueur de 24 ans et aussi bon, c'est parce qu'effectivement, son contrat finit en fin d'année, cette année. Donc, oui, il est juste ce contrat pour 2020. Oui, son but, c'est d'aller en Europe juste après, comme tu l'as dit. Mais excellent choix, je trouve, au poste de latéral droit, de ailier droit. Je trouve vraiment que tu n'aurais pas pu faire mieux à part Gressel. Donc voilà, et au poste d'ailier gauche, tu as choisi qui, toi, Anthony? Moi, je suis allé avec la jeunesse encore. Je suis allé avec Jonathan Lewis, l'ailier gauche du Colorado. Vraiment, alors, on sentait qu'à New York, là, ça allait pas très bien et tout. Et vraiment, la dernière saison, je trouve qu'il a très bien fait avec les Rapids. Vraiment, 5 buts, 3 passes décisives en 10 titularisations, 16 apparitions.
Donc, c'est quand même bien. Là, c'était un peu sa première saison pleine en MLS, même si en 2018, il avait quand même fait quelques apparitions. Mais non, vraiment, c'était vraiment... on sentait qu'il faisait partie du jeu que l'entraîneur lui faisait confiance. Et vraiment, là, la saison 2020, il l'avait très bien parti avec un but déjà en 2 rencontres. Donc, vraiment, Jonathan Lewis, qui a aussi un très bon potentiel. On le voit parfois avec l'équipe américaine. Donc, vraiment, je trouve que c'est un jeune avec beaucoup de potentiel en MLS. C'est le genre de joueur, par contre, que je ne le vois pas nécessairement partir en Europe, qui a déjà 22 ans. Et je pense pas que ça lui prend encore 1 ou 2 saisons en MLS pour confirmer. Il va être déjà rendu à 24 ans. Donc, je ne le vois peut-être pas partir en Europe, mais vraiment, c'est le genre de joueur qui va avoir une très, très belle carrière en MLS, selon moi. Ben écoute, je suis pas fan de Jonathan Lewis. Je vais être honnête avec toi. Je trouve que ce joueur-là a tendance à un peu trop s'éparpiller. Comme tu as dit, c'est très possible qu'à un moment donné, il arrive à trouver un peu sa place puis qu'il puisse éclore complètement un MLS. Je suis pas très convaincu par ce joueur-là. On peut dire que c'est juste un feeling, en fait. J'aime pas trop son jeu. Je trouve que il a été propulsé au rang de méga star un peu trop vite. Il est déjà international américain sans avoir prouvé grand-chose. Oui, il a été très moyen avec New York, que ce soit en 2017 ou en 2018, si tu regardes un peu ses statistiques, mais même dans son jeu. Bref, bon, il a eu une bonne année l'année passée avec les Rapids. J'attends voir cette année. Pour moi, cette année ça va vraiment me dire si jamais mon instinct me trompe ou non. Mon instinct dit que c'est pas quelqu'un qui va être énorme. Par contre, je pense que cette année, 2020 ou 2021, dépendamment, la prochaine année qui va se jouer, je pense que ce serait à ce moment-là l'année où ça passe ou ça casse, selon moi. Ça passe, c'est soit il doit avoir à peu près le même style de saison qu'il a eu l'année passée, soit meilleur, je trouve. Sinon, si jamais il a une saison moins bonne, ça va être difficile. Ça va être difficile pour le reste de sa carrière. Je trouve que c'est un joueur un peu trop inconstant, mais écoute, je comprends. J'ai déjà eu tort des millions de fois dans le passé par rapport à mon instinct et je vais continuer à avoir tort de temps en temps. Par contre, il y a des fois où j'ai raison. Et puis, j'espère dans ce cas-là pour toi que j'ai pas raison. Donc, voilà, de ce point de vue-là, moi, j'ai choisi, on pense, d'ailier gauche. C'est un joueur que j'adorais quand il jouait en Europe parce que c'est un joueur qui est européen. C'est un Français, lui aussi. C'est Nicolas Benezet. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié à Guingamp. Vu que je suis beaucoup la Ligue 1. Et je trouve que c'est un joueur qui était déjà très sous-coté en Ligue 1. Et quand il est arrivé à Toronto, j'étais très, 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 très déçu parce qu'il est arrivé à Toronto. Finalement, ça s'est bien passé avec Toronto, mais malheureusement pour lui, heureusement pour moi, il n'a pas pu trouver une entente pour rester avec Toronto. Puis là, il se retrouve aux Rapids de Colorado. Sa valeur marchande est de 800 000. Donc 800 000 pour Nicolas Benezet. Et je trouve que c'est un joueur qui serait très très bon, qui est quand même assez... qui a assez la tête sur les épaules pour savoir comment jouer, quand accélérer son tempo, comment jouer collectif. C'est un joueur d'équipe, c'est un vrai joueur d'équipe qui est capable aussi de quelques belles choses individuelles. C'est un joueur que j'aime beaucoup et pour moi, je trouve à 800 000, ça valait vraiment la peine, sachant que j'avais mis un gros budget sur mes milieux de terrain déjà. J'avais besoin d'un milieu de terrain un peu moins cher en valeur marchande. Puis Benezet, pour moi, c'était, à point de vue qualité-prix, un excellent joueur. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai l'impression là, que Nicolas Benezet, 2020, c'était sa saison, là, sa première saison pleine dans MLS. Là, il aurait pu faire un grand bien au Rapids du Colorado d'ailleurs avec Jonathan Lewis à la même position. Là, il aurait fait un bon duo pour tenir le fort en tant qu'ailier gauche. Donc vraiment, je suis d'accord avec toi là, pour Benezet. Là, je pense que c'est un très bon joueur que malheureusement à Toronto, ça n'a pas été comme prévu. Je pense qu'il y a eu quelques malentendus au niveau du contrat. Là, c'est pour ça qu'il est désormais avec les Rapids, mais j'ai l'impression qu'il a quand même trouvé une belle équipe là, pour avoir du plaisir sur le terrain. Là. Ouais, effectivement. Bref, donc voilà nos milieux de terrain et on passe
à l'attaquant de pointe. Anthony, j'ai envie de te faire cet honneur de passer par ton attaquant de pointe. Pourquoi j'ai comme une petite impression qu'on a choisi le même, mais on verra bien. Je te laisse nommer ton attaquant de pointe. Oui, c'est ça. On vous avait dit au début qu'on avait un budget de 20 millions d'euros. Peut-être parfois vous avez vu que j'avais des choix un peu économiques à certaines positions. C'est parce que j'ai quand même gardé le quart de mon budget pour l'attaquant. Je suis allé avec Alan Pulido, le buteur du Sporting Kansas City. Ah, wow, une valeur de 5,5 millions. Donc, vraiment, c'est un joueur que j'attendais beaucoup à MLS. Vraiment, il a signé cet hiver. Il a fait plus d'une centaine de buts là, au Mexique. Donc, il a 29 ans. Il arrive en MLS avec le Sporting Kansas City voulant, je crois, tout arracher. Et vraiment, en 2020, là, en seulement 2 rencontres, il a fait 2 buts et une passe décisive. Donc, j'ai l'impression qu'avec Albert Ellis, Kevin Molino et même Jonathan Lewis, j'ai l'impression qu'il va être quand même bien servi. Et ça va faire là, vraiment un quatuor très offensif qui ferait mal à toute défense, je dirais, en Amérique du Nord. Là. Ouais, c'est un excellent joueur. On va voir son adaptation aussi en MLS, bien évidemment. Mais c'est un joueur que j'avais hâte de voir. La preuve, j'en avais parlé dans un de mes articles avant même qu'il signe. Mais c'est vraiment un très, très, très bon joueur. Je suis complètement d'accord. De mon côté, je pensais que tu allais choisir la même chose que moi. Finalement, non. Moi, j'ai choisi parce que je suis très, très fier de mon équipe nationale. J'ai choisi Lucas Cavallini, qui est pour moi le gros plus pour les Whitecaps de Vancouver. C'est un attaquant complet qui est capable d'être rapide, une grosse frappe. Un excellent joueur, je trouve, très intelligent, ça fait longtemps qu'il était en Liga MX et qui était un des très bons attaquants de Liga MX. Maintenant, il a 27 ans, il est à Vancouver et je pense que, même s'il a joué juste 2 matchs depuis le début de l'année où ça n'avait pas trop marché, mais une fois que la mayonnaise va prendre, parce qu'elle va prendre à un moment donné avec les Whitecaps de Vancouver, il va faire très, très mal. C'est un attaquant très physique qui a un sens de but quand même énorme. Juste avec l'équipe nationale canadienne, il a 11 buts en 17 matchs. Ça prouve un peu. Bon, après, les oppositions sont pas extraordinaires entre les adversaires de l'équipe canadienne. À un moment donné, étaient quand même assez faibles. Mais n'empêche, il faut savoir trouver le fond du but. Et Lucas Cavallini, il a un sens inné du but. Et je trouve que c'est un joueur à 3,5 millions que je pouvais pas manquer. Et je trouve qu'à ce moment-là, Cavallini va pouvoir amener beaucoup de force en attaque, sachant que bien évidemment il sera entouré par de très très bons joueurs comme Julian Gressel avec une belle vision de jeu, Nicolas Lodeiro lui aussi et Nicolas Benezet qui sera capable lui aussi de créer un peu des flamèches et marquer certains buts aussi. Donc je pense que ces 4-là, mon quatuor offensif est quand même assez intéressant. Oui, je crois qu'avec les centres pratiquement parfaits de Milton Valenzuela, là, Cavallini ferait beaucoup de buts de la tête. Ouais, exactement aussi. De la tête, ce serait extraordinaire. Donc, j'aimerais qu'on répète un peu nos 11, toi et moi, Anthony. Donc, je vais te laisser commencer. Juste répète ton 11, puis donne ta valeur finale de ton effectif. Oui, donc mon 11, c'est au gardien de but Maxime Crépeau. En tant que latéral gauche, c'est Milton Valenzuela. Les deux défenseurs centraux, c'est Miles Robinson et Justin Glad. En tant que latéral droit, c'est Brendan Bay. Mes deux milieux centraux, c'est Marc-Anthony Kaye et Damien Kreilach. Le milieu gauche, c'est Jonathan Lewis. Le milieu droit, l'ailier gauche, c'est Jonathan Lewis. L'ailier droit, c'est Albert Ellis. Et mes deux attaquants, c'est Kevin Molino et Alan Pulido pour un budget total de 18,4 millions d'euros. Parfait. T'es bien en dessous du budget de 20 millions. Moi, je suis allé beaucoup plus proche parce que la valeur de mon effectif est à 19,675 millions d'euros. Donc, je suis très, très proche de la limite. Donc, dans les buts, c'est Stéphane Frey en tant que latéral droit, Richie Larea, défenseurs centraux, Matt Hedges, Eddie Segura. À gauche, Milton Valenzuela, tout comme toi. Mes deux milieux un peu plus bas, donc tu as Samuel Piette en tant que milieu défensif, en tant que milieu relayeur, Marc-Anthony Kaye. Au milieu offensif et en tant que numéro 10 et maître de jeu, Nicolas Lodeiro. Ailier droit, Julian Gressel. Ailier gauche, Nicolas Benezet. Et en attaque, le tank,
Lucas Cavallini. C'est drôle parce que si tu regardes un peu, c'est même sans y penser, si tu regardes un peu mon 11 de départ, ben, tu as 4 Canadiens. J'ai vraiment pas fait attention, mais ça prouve encore mon penchant vers cette équipe nationale canadienne que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est 2 11 très intéressants avec 2 différentes idées par rapport aux 11. Donc voilà, je pense que c'est assez complet de ce point de vue-là. Je pense qu'on a 2 11 complètement différents qui peuvent être aussi bons l'un que l'autre, non? Oui, en effet, toi, c'est un penchant canadien. Moi, j'ai 5 joueurs qui sont passés par la USL, donc on voit que on connaît bien nos ligues, notre pays également. Donc, moi aussi, je pense que j'ai 2-3 Canadiens. Donc, non, je pense que c'est des 11 qui, vraiment, là, c'est des équipes complètes que je serais pas surpris de voir que ça pourrait vraiment faire une équipe MLS. Je crois qu'on respecte les règles de la MLS et tout. Donc, vraiment, j'aimerais bien voir ces équipes-là s'affronter un jour. Ça peut être intéressant. Faudrait peut-être qu'un de nous change de latéral gauche, mais ça serait intéressant. Le latéral gauche. Et attends, il y a Marc-Anthony Kaye aussi qu'il faudrait qu'on change. On a 2 joueurs pareils chez les deux. Mais bon, bref, en tout cas, je pense que c'est intéressant d'avoir 2 points de vue un peu différents. Donc, on a un 11 un peu plus basé sur l'expérience USL, un autre un peu plus basé sur ce qu'il connaît de l'équipe nationale canadienne et bien évidemment, quelques pépites de la MLS qu'il ne faut pas oublier. Du côté d'Anthony, on parle de Miles Robinson, Justin Glad, des joueurs quand même très très bons. Et moi, de mon côté à moi, ben il y a quand même de bons petits vétérans comme Stéphane Fry, Matt Hedges ou Nicolas Lodeiro par exemple. Donc bref, je pense de 11 assez intéressant. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode de Culture Soccer. J'aimerais avoir votre avis par rapport à nos 11. N'hésitez pas à donner le vôtre. Avec ce budget de 20 millions d'euros, vous pouvez aller sur transfermarket.fr pour avoir les mêmes valeurs que nous. Et j'aimerais avoir vos 11, donc n'hésitez pas à mettre en dessous du post, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook ou quoi que ce soit, ou sur Instagram aussi, de mettre une photo avec votre 11 de départ à vous. Et peut-être que la semaine prochaine, ben, on parlera de vos 11 de départ à ce moment-là pour voir, on pourra discuter un peu de vos 11 ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, merci encore de nous avoir écoutés cette semaine pour le podcast Culture Soccer. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous poser des questions et à commenter nos podcasts ou tous nos articles. On a plusieurs articles qui continuent à être écrits par nos rédacteurs. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, on vous voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.